notre grand témoin de la soirée maintenant, Luc Ferry. Luc Ferry, alors on le présente souvent comme un écrivain, un philosophe, un ancien ministre de l'Éducation nationale. Mais moi j'ai un scoop pour vous parce qu'à mon avis, il y a des gens qui dans cette salle ne le savent pas. Luc Ferry est le fils d'un constructeur automobile, n'est-ce pas ? Oui, mon père, Pierre Ferry, était à la fois constructeur, enfin, c'était un très grand pilote avant-guerre, donc il y a très longtemps. Il était constructeur de voitures qui étaient vraiment très belles, qui ont d'ailleurs à peu près tout gagné dans leur catégorie à l'époque. Et puis il était après ce qu'on appelait préparateur. Ça n'existe plus guère aujourd'hui, à part peut-être chez AMG, mais notamment pour Alpine, pour R8 Gordini, enfin bon. Et donc moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. Dans le garage qu'on avait à la Garenne-Colombe, on a dû voir passer peut-être 400 ou 500 Bugatti. Je me souviens encore des petites 35B qui étaient empilées comme ça, on les coupait pour en faire des camionnettes, ce qui serait un crime aujourd'hui. La voiture de tous les jours, c'était une Bugatti 57, et puis mon père avait un coupé Atalante. Enfin, voilà, on avait des Maserati 1500, tout ça était à la maison, parce que après-guerre, tout ça ne valait plus rien. Il faut quand même se souvenir des choses. Ça ne valait plus rien. Mais voilà, maintenant, mon vrai métier, je suis essayeur, chez Carla F, donc qui est la plus belle revue qu'a fondée Thierry Soave, donc une revue magnifique où j'ai eu la chance, mais je ne vais pas en dire plus, mais d'essayer dans les 3 derniers numéros. J'ai essayé une F1 moderne qui est quand même une bête extraordinaire. J'ai essayé la Jaguar Type D qui a gagné le Mans en 1955, vous vous souvenez, c'était l'année de l'accident terrible. D'ailleurs, mon père était expert au Mans cette année-là. Et puis, j'ai aussi essayé des petites voitures amusantes comme les Formule 3, enfin des voitures qui sont distrayantes. Donc un vrai passionné mon métier, voilà, un vrai passionné d'auto et de sport automobile. Et je vais faire l'Amera Cup pour ceux qui savent ce que c'est le 17 juillet au Castellet. Voilà, j'espère que je resterai en vie quand même, parce que c'est des voitures un peu compliquées à conduire. Voilà. Mais bon, c'est juste pour vous dire que je ne fais pas que de la philo et je ne fais pas qu'écrire des livres ou embêter Manuel Valls avec la réforme du collège. Il m'arrive de faire autre chose. Voilà. Mais on va revenir à notre sujet, qui est l'automobile. Alors, bien sûr, l'automobile en entreprise, mais d'abord, quelques réflexions. C'est toujours utile de réfléchir sur ce que devient l'automobile aujourd'hui, symbole statutaire, symbole de liberté, sport, mais qu'est-ce qu'elle devient rationnelle, cette auto, aujourd'hui, en 2015 et depuis longtemps? Oui, c'est l'idée que je voudrais vous faire partager, parce que moi, j'ai connu, encore une fois, cette histoire de l'automobile extraordinaire, où l'automobile elle représentait des symboles. C'était d'abord un symbole de liberté. Quand on avait 18 ans, moi j'ai passé mon permis à 18 ans évidemment, on n'avait qu'une idée, c'était la liberté, l'aventure, et avoir ça, évidemment, moi c'était la première voiture, c'était une 2 chevaux, comme quasiment tout le monde, mais c'était déjà formidable. On pouvait partir en voyage, on pouvait emmener les jeunes filles si elles voulaient bien monter dans cette voiture. Et donc c'était quand même les symboles. C'était aussi, quand on allait voir les courses, c'était un sport extraordinaire avec des risques mortels. La voiture, c'était aussi la beauté. Alors je vais probablement choquer beaucoup ou peut-être pas beaucoup, mais quelques-uns parmi vous. Mais je trouve que la vraie beauté au XXe siècle, c'est les voitures. Peut-être les avions aussi. Mais les voitures, une magnifique, une Jaguar Type D, comme celle que j'ai eu la chance de conduire le mois dernier, ou une Ferrari des années 50, une Bugatti, il n'y a rien de plus beau dans l'histoire de l'art au XXe siècle. Attends, ce sont des sculptures modernes. Oui, ce sont des sculptures modernes, mais il y avait une recherche de l'esthétique chez un Ferrari, chez un Ettore Bugatti qui était extraordinaire. Et donc moi j'aime 1000 fois mieux les voitures des années 30, 40, 50 que les œuvres d'art que je vois qu'on appelle les œuvres d'art, que je vois aujourd'hui à Versailles. Le vagin de la reine, je suis désolé, ça m'enthousiasme moins qu'une 35B de 1928. Bon, mais même simplement du point de vue esthétique, hein. J'ai rien contre le vagin de la reine, mais c'est pas, voilà, je trouve pas ça magnifique. Je trouve ça au fond assez vulgaire, assez bête et assez laid. Mais voilà, dans l'histoire de l'automobile, il y a eu une recherche de beauté chez les très grands qui était extraordinaire. Et puis
c'était aussi la voiture. Bon, il y avait peut-être on peut ne pas aimer ça, mais c'était une marque de statut social. On indiquait son statut social par le choix de sa voiture. On préférait même, je sais pas, une coccinelle décapotable, pas très très chère, mais à une voiture française équivalente à la même époque. Donc il y avait une volonté, pour parler comme les sociologues, comme Pierre Bourdieu, de distinction sociale qui se marquait dans la voiture. Et puis soyons clairs, la voiture c'était aussi un instrument de séduction. C'était quand même un piège à filles, pour parler comme Dutronc. Donc il y avait aussi, en tout cas c'était l'idée. Bon, et quand on arrivait avec elle, moi j'ai eu la chance, parce que, là, pareil, quand j'étais gamin ça ne valait rien. J'avais une Mercedes 300 SL Papillon. Quand même. Ça emballait bien, mais ça valait rien à l'époque, mon ami. Dans les années 60, oui, il y en a qui protestent, mais bon, je vous assure que si, c'est vrai. Et donc il y avait toute cette dimension à tort ou à raison. Et ce qui va se passer, si j'étais en charge d'une flotte d'entreprise, on va passer du symbolique au profane, on va passer du rêve au factuel, on va passer du mythique au rationnel, et on va passer du principe de plaisir au principe de réalité. C'est bien comme ça, mais évidemment qu'on va perdre aussi quelque chose. Tout progrès dans l'histoire du XXe siècle se paye assez cher. C'est un progrès, évidemment. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir apparaître des voitures électriques qui sont magnifiques. Il y a une petite voiture là-bas, moi je l'aime beaucoup, là, qui ressemble à un petit pot de confiture, mais elle est formidable. La petite Kia qui est dehors, ça me tente assez, parce que... Alors, en même temps, si j'étais patron d'une flotte d'entreprise, je réfléchirais quand même, évidemment, au fait que c'est quand même encore exclusivement une voiture de ville, parce que l'autonomie, bon, elle est quand même relativement limitée, mais comme voiture de ville, c'était pas tant. Deuxième petit problème que je signale quand même, tout dépend en termes d'écologie, de pollution, de la manière dont on fabrique l'électricité. Soyons clairs, un vélo électrique à Pékin dégage plus de CO2 qu'un tracteur diesel à Paris. Enfin, à Paris, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, à la campagne française. Tout dépend de la manière. Si vous fabriquez l'électricité avec des centrales au charbon, et pas avec des centrales atomiques, eh bien, votre scooter électrique ou votre voiture électrique, elle dégagera, si vous prenez la chaîne entière, plus de CO2 qu'une petite voiture hybride. Si j'étais patron d'une flotte d'entreprise, je choisirais la Kia hybride ou la Prius, qui est la voiture, à mon avis, la plus ennuyeuse du monde, mais qui est parfaite, elle est géniale, rationnellement, elle est idéale. Demandez aux chauffeurs de taxi, ils vous disent que voilà, ils font 100 000 km ou 90 000 km sans changer les plaquettes. La voiture, son seul défaut, c'est qu'elle est inusable, si j'ose dire, mais elle est parfaite en termes de rationalité. On ne peut pas faire mieux que la Kia hybride, qui est en plus très jolie, elle, contrairement à la Prius, qui est, à mon avis, pas une réussite sur le plan esthétique. Et donc, c'est vers ça que je m'orienterai. Il est content là. Je voudrais ajouter une chose. C'est que j'étais hier avec Christian Peugeot et on en parlait et disait, voilà, dans les 10 ans qui viennent, la voiture autopilotée, la voiture autoguidée va être au point, etc. Non, il a raison, parce qu'il faudra probablement 10 ans, 15 ans peut-être pour qu'elle soit vraiment sur les routes. Mais je voudrais quand même dire que la voiture autoguidée, c'est l'avenir. Donc il faut faire attention, ça va aller très très vite, notamment sur les autoroutes, où on pourra les mettre facilement en place. Et cette voiture autoguidée, la Google Car notamment, alors il y a eu 6 Prius en Californie qui ont fait quand même 800 000 km sans pilote et sans avoir d'accident apparemment. Il va y avoir 4 États aux États-Unis qui vont les autoriser cet été même. Et donc, mélange voiture autoguidée, voiture normale comme les nôtres, donc pilotée par des gens normaux comme vous et moi. Enfin, je dis ça par hypothèse. Et donc, on va avoir quand même des avantages extraordinaires avec ces voitures autoguidées. Quelques inconvénients, mais je vous donne quand même les avantages. Donc, il faut, à mon avis, y réfléchir dès maintenant. Premièrement, on n'aura quasiment plus d'accidents de la route. Pratiquement plus. Il y aura quelques bugs comme sur nos smartphones ou nos ordinateurs, mais enfin, pratiquement, on va diminuer la mortalité sur les routes de manière incroyable. On va la diviser par 100. On aura ensuite plus de limitations de vitesse délirantes comme on va nous faire à Paris. Vous savez qu'on va avoir 30 à l'heure partout à Paris, ou quasiment partout.
Essayez vraiment de rouler à 30 à l'heure sur une avenue normale à Paris la nuit, c'est juste impossible. Donc on évitera ce genre d'ânerie qu'on va nous imposer au nom de l'écologie. On n'aura plus d'embouteillage parce que grâce au big data, on pourra prévoir véritablement les embouteillages et on pourra faire en sorte qu'on aligne la vitesse des véhicules autopilotés sur les autres qui sont présents sur le trafic. On n'aura plus besoin de permis de conduire, donc pour nos jeunes, ce sera quelque chose de formidable, mais pour nos vieux aussi. On n'aura plus besoin de questions d'âge par rapport au pilotage, puisqu'elles seront plus pilotées. On n'aura plus non plus de problèmes de santé. On pourra dire à n'importe quelle personne qui a même des problèmes de santé pourra rentrer dans ces voitures. On n'aura plus de problème d'alcoolisme, qui pour certaines régions de la France sera quand même une excellentissime nouvelle. Et peut-être même pour ce soir après le dîner, on n'aura plus de problème de parking parce que les voitures iront se garer toutes seules aux portes des grandes villes, en l'occurrence aux portes de Paris, et donc on aura là quelque chose d'absolument extra. On aura évidemment la possibilité de travailler dans sa voiture, on aura la possibilité de téléphoner dans sa voiture, de regarder un film, d'écouter de la musique sans être embêté, et donc cette révolution de la voiture autoguidée qui, encore une fois, je le rappelle, n'est pas pour dans 10 ans. Elles vont être mises en circulation. Et d'ailleurs, notre ami Pascal va peut-être dire un mot sur le reportage qu'il a fait sur le camion autoguidé, ce qui est quand même encore plus fort. Et donc, on va avoir là une révolution qui va advenir vraiment déjà aux États-Unis dans l'année qui vient, et chez nous, on a toujours un petit temps de retard par rapport aux États-Unis sur ces nouvelles technologies. De toute façon, dans les 2 ans, 3 ans, 10 ans qui viennent, et c'est évidemment l'avenir. Ce sera pas très drôle, mais ce sera très sûr, très confortable, non polluant, et ce sera une véritable révolution. Il y aura quelques inconvénients, on en parlait tout à l'heure avec notre ami qui préside aux destinées de Kia. Il y aura des problèmes de responsabilité en cas d'accident, il y aura quand même forcément encore quelques accidents. Il y aura des problèmes évidemment pour l'instant, les voitures autoguidées ne savent pas comprendre les signaux que font les flics qui règlent la circulation. Je vais vous dire, moi non plus, donc c'est pas, à mon avis, c'est pas très grave, mais tout ça sera déplacé parce qu'on n'aura pas besoin de gendarmes ou de policiers pour faire la circulation. Et donc là, vous allez avoir une révolution absolument extraordinaire. Je voudrais peut-être terminer en évoquant la question du covoiturage. Blablacar est quand même une des immenses réussites start-up françaises dans les 5 ou 10 dernières années. Le succès de Blablacar est absolument extraordinaire. Et donc il me semble que là aussi, quand on est patron d'une flotte d'entreprise, il faut s'intéresser à cette révolution du covoiturage. Donc en gros, moi j'irais vers l'hybride aujourd'hui, mais aussi installer dans son entreprise un mini ou un micro Blablacar me paraît être quand même une très très bonne idée. Parce que ce covoiturage, ça fait partie aussi des révolutions de l'avenir et ça a l'air de marcher extraordinairement bien. Donc c'est là aussi quelque chose qui était assez inattendu, mais qui marche formidablement. Dernière remarque, mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques extraordinaires, comme celle que j'évoquais à l'instant, la voiture électrique, la voiture hybride, évidemment la voiture autopilotée, mais dans tous les domaines, nous allons vivre, notamment dans le domaine du big data, dans le domaine de l'imprimante 3D, qui va bouleverser aussi une grande partie de l'industrie automobile, dans la concurrence faite par les murs de commandes de voitures qui vont concurrencer terriblement les concessionnaires automobiles. Le métier de concessionnaire va être remis en difficulté de manière extraordinaire. Ce qu'on appelle l'ubérisation du monde, aujourd'hui, va attaquer tous les domaines de la vie économique et industrielle, sans aucune exception. On va avoir l'équivalent de Uber pour les taxis dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'hôtellerie, que ce soit Airbnb, le domaine du prêt d'appartements qui concurrence les hôtels. Il n'y a pas un seul domaine industriel qui ne soit soumis demain à ce qu'on appelle l'ubérisation du monde. Eh bien, évidemment, face à cette question des révolutions technologiques, de l'innovation radicale, prenons l'exemple de Uber, mais le premier exemple dans l'histoire de l'humanité, c'est Gutenberg. On pose immédiatement la question de la destruction des emplois. Vous voyez, quand Gutenberg invente l'imprimerie, on estime aujourd'hui qu'un ouvrier imprimeur mettait au chômage 200 copistes.
Évidemment, ils le prenaient mal. On a dû vous enseigner à l'époque où on enseignait encore de l'histoire au collège, la révolte des canuts à Lyon. Ça vous dit quelque chose? Les canuts, c'était les ouvriers tisserands. C'est là que dans le vocabulaire français, on invente le mot sabotage. Pourquoi? Parce que les ouvriers tisserands, voyant arriver ces machines à tisser qui leur volaient leur métier, leur volaient leur travail, jetaient les sabots dans ces machines pour les détraquer. Après, ils jetaient les machines cassées dans le Rhône ou dans la Saône. Et moi qui ai enseigné à l'université de Lyon pendant 10 ans, dans tous les bouchons lyonnais, il y avait un plat qui s'appelait la cervelle de canut, parce que la répression avait été terrible et que la cervelle coulait sur les pavés. Eh bien, de la même manière, on dit, voilà, on détruit l'innovation, on détruit des emplois, et je traduis dans les termes d'aujourd'hui, Uber, évidemment, pour les chauffeurs de taxi qui ont payé une patente qui valait à Paris jusqu'à 240 000 €, ça apparaît comme une concurrence déloyale. Même chose, il y a 3000 libraires en France. Et rassurez-vous, je ne vais pas parler longtemps, mais je voudrais terminer avec cette idée parce qu'elle me paraît essentielle dans le domaine. Il y a 3000 libraires en France. Si j'étais libraire, je détesterais Amazon. Amazon va détruire le réseau de librairies exactement comme Google a détruit les disquaires. C'est le même problème. Même chose pour les agences de voyage. Qui d'entre nous va encore dans une agence de voyage pour prendre un billet Paris-Lyon? Personne. Même ma grand-mère ne le ferait plus. En 3 clics, on l'a sur son bureau et on l'imprime soi-même. Et donc, on va avoir des quantités de métiers qui vont être victimes de cette uberisation du monde. Est-ce que ça va détruire des emplois sans bénéfice? Non. Et là, je vous donne un chiffre que je viens d'avoir aujourd'hui, mais de sources certaines. Uber, aujourd'hui, dans la ville de Stockholm, est le premier employeur de la ville de Stockholm. Autrement dit, bien sûr, ça va détruire des emplois chez les chauffeurs de taxi, et je le regrette pour eux, je comprends parfaitement qu'ils le prennent mal, comme les ouvriers tisserands, les canuts le prenaient mal, ou comme les libraires vont prendre mal ce qui leur arrive avec Amazon, ou les disquaires avant, ou les agences de voyage, ou aujourd'hui l'hôtellerie par rapport à Airbnb. Catastrophe pour eux. Mais en même temps, on recrée des emplois. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes emplois qu'on crée, ce sont des emplois différents. Très peu de libraires iront travailler chez Amazon. Et donc ça pose un problème politique majeur. Quel doit être le rôle de l'État face à ce mouvement de destruction créatrice ou d'innovation destructrice permanent qu'on va vivre, cette uberisation du monde, si je puis dire, qu'on va vivre dans les années qui viennent. Mais parce que pourquoi, comme disait Schumpeter, ce sont rarement les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques, c'est pas les mêmes métiers. De même, c'est rarement les libraires qui iront travailler chez Amazon. Mais voyez, au final, malgré tout, ce mouvement d'innovation crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Uber va créer plus d'emplois et ce ne seront pas les mêmes, c'est ça qui est très intéressant. On va créer non pas des emplois de salariés, comme par exemple un chauffeur de taxi à la G7, on va créer des emplois de travailleurs indépendants. C'est très différent. C'est pas plus mal, c'est peut-être même mieux, ce seront des emplois différents, mais on peut encore parier que ces innovations créeront plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. En tout cas, à chaque grande période innovante, on a entendu le même discours, on détruit des emplois, on n'en crée pas, ça n'est pas vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, et finalement, la grande question qui se posera dans les années qui viennent par rapport à cette problématique sera plus la question de la formation permanente que la question de résister à ces innovations. Il faut accepter ces innovations et il faut simplement que nos concitoyens soient capables de s'y adapter. Donc dans le domaine automobile, voilà, ça va bouger, à mon avis, probablement dans les 10 ans qui viennent, plus que dans les 50 ans qui précèdent. Donc réfléchissons à ça, y compris quand on s'occupe non pas de courir sur des petites voitures un peu folles, mais d'une flotte sérieuse dans une entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci de votre attention. Très bien, très bien. Alors j'avais 2 réflexions à vous soumettre, Luc. J'ai vécu l'expérience du Nevada et de ce camion automatisé qui, donc, depuis quelques semaines, peut rouler sur route ouverte et sur autoroute au Nevada. Le camion avance tout seul, on déclenche, et quand il y a un problème qui se pose, évidemment, il y a des systèmes d'alerte, et tout de suite, il invite le conducteur à reprendre le contrôle du véhicule. La première réflexion, c'est qu'on est au Nevada, que le Texas s'avance là-dessus. Et il est là le problème, c'est que
si on parle de l'Europe, on parle de projets qui pourraient nous amener en 2025. La réglementation va être très très lente à modifier en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est fait. Nevada, Texas, vous allez voir que vraiment dans les années qui viennent, pratiquement tous les États-Unis se seront adaptés à la voiture connectée. Nous, on va mettre un peu plus de temps, donc un temps de retard. Première réflexion, Luc. La deuxième, c'est important de le savoir quand même. Et ça, je ne l'ai pas pu le montrer, on ne peut pas le filmer encore. Ce n'est pas politiquement correct. Mais Mercedes, puisqu'il s'agit de Mercedes, c'est Freightliner en fait, mais c'est la filiale de Mercedes aux États-Unis. Mercedes expérimente aujourd'hui sur ses pistes privées le camion avec un chauffeur, puis 9 camions sans chauffeur. Et les 9 camions suivent le premier camion. Ça fait un chauffeur pour 10 camions. Et ça marche très très bien. Deuxième expérimentation, les palettes. Le chargement des palettes est entièrement robotisé aujourd'hui. Chargement, déchargement, plus besoin de personne. Voilà les réflexions sur les destructions d'emplois effectivement possibles, mais peut-être y en aura-t-il d'autres, je ne sais pas. Oui, mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des créations d'emplois. Et c'est vrai, moi j'étais l'autre jour, je discutais de ces questions d'innovation, parce que c'est dans tous les domaines qu'on a l'équivalent d'Uber. Encore une fois, il n'y a pas un seul domaine, y compris les services. Et donc, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, on a l'équivalent donc, de concurrents, comme Uber pour les taxis aujourd'hui. Et donc, l'exemple, c'est Airbnb, c'est venteprivée.com. C'est une formidable réussite, venteprivée.com, qui est pour les grands magasins, les Galeries Lafayette, le Printemps, c'est une concurrence, mais terrifiante pour eux. Et donc, c'est Maurice Lévy qui a inventé cette formule de ubérisation du monde. Et il dit, voilà, l'ubérisation, c'est je me réveille le matin et je m'aperçois que mon métier traditionnel, par exemple, si je suis patron des Galeries Lafayette, il est concurrencé, il est même dépassé par venteprivée.com. Et donc, il va se passer la même chose dans le domaine de la voiture. Et j'étais l'autre jour, donc un peu comme aujourd'hui, comme ça, on discutait à une tribune de ces innovations extraordinaires. Sachez quand même une chose, on va innover plus, encore une fois, je le répète, en 15 ans, pas simplement dans le domaine automobile, mais on va innover plus en 15 ans, dans les 15 ans qui viennent, que dans toute l'histoire de l'humanité, sur le plan technologique. Donc c'est hallucinant. Ce qu'on va vivre, la révolution des NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique, c'est essentiellement le big data et les objets connectés, et puis l'intelligence artificielle. Qui aurait dit il y a 30 ans qu'un ordinateur battrait un grand maître aux échecs? Personne n'aurait parié là-dessus. Aujourd'hui, il le ratatine. Bon. Plus l'imprimante 3D et la robotique, donc ces 6 révolutions-là vont bouleverser nos vies plus dans les 20 ans qui viennent que dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, donc il faut le savoir, il faut s'y préparer. Et donc ce que me disait le patron de Google France, qui est un homme extrêmement sympathique et qui parle bien le français, il me disait la chose suivante, Nick Leader, il s'appelle, chez nous, aux États-Unis, et la phrase est très profonde, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement profond, je trouve. C'est très bien vu. Il me disait, chez nous, aux États-Unis, ce qui nous intéresse immédiatement, au premier chef, en priorité, c'est l'avantage rendu, le service rendu au consommateur. Et je vous ai indiqué tout à l'heure les avantages de la voiture autopilotée, qui sont immenses, immenses. J'aurais dû ajouter dire une chose, c'est que nos voitures, sachez-le quand même, elles ne sont utilisées que 5% du temps dans l'année. 95%, elles ne servent pas. D'où d'ailleurs le succès de Blablacar qui est fondé là-dessus. Et donc, de l'autopartage aussi. L'autopartage, c'est ça. Imaginez Uber autopiloté, les voitures sont utilisées à 100%. Et ça arrivera. Et donc, ce que me disait Nick Leader très profond, il me disait, voilà, chez nous, aux États-Unis, ce qui nous intéresse, c'est le service rendu aux consommateurs. Et en l'occurrence, il est très grand. Chez vous, en France, ce qui vous intéresse, c'est la protection du citoyen, notamment la protection de la vie privée, la CNIL, etc. Les deux sont justes. Moi, je suis français, je ne suis pas américain, je comprends très bien. Aujourd'hui, sachez-le, aucune vie privée. Tous nos SMS, tous nos mails sont potentiellement écoutables et d'ailleurs probablement écoutés en vrai. Mais donc aucune vie privée n'existe. D'ailleurs, le SMS est aujourd'hui le premier motif de divorce en France. Mais plus de vie. Non, mais c'est même pas une blague, c'est sérieux. Sachez que ni vos mails, ni vos SMS ne sont privés. Voilà, ils sont et une tous cause écoutables. grandissante d'accidents aussi. Mais évidemment, téléphone et SMS. Voilà, donc la phrase est très juste. La législation européenne et surtout française fera qu'à nouveau, comme sur les NVIC, on prendra un retard de 15 ans sur les États-Unis. Les GAFA sont tous américains.
Google, Apple, Amazon, Facebook, tout est américain aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le secret de la vitalité américaine, malgré des difficultés très grandes, une crise très grande, des déficits publics énormes. Les États-Unis restent le pays de l'innovation, ce qui est assez extraordinaire. C'est un pays protestant, c'est pas pour rien. Mais là, vraiment, la phrase est juste. Service rendu au consommateur contre protection du citoyen. Les deux sont défendables. Mais chez nous, pays catholique et républicain, c'est-à-dire antilibéral, la parabole du jeune homme riche, il faut avoir ça en tête. Il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Dans toutes les traditions spirituelles autres que catholiques, le scandale n'est pas la richesse, c'est la pauvreté. Chez les Grecs, chez les Juifs, chez les protestants, le scandale, c'est la pauvreté, c'est pas la richesse. Comme dit Aristote, pour être généreux, il faut être riche. Et donc, n'oubliez pas ça, nous, Européens catholiques et républicains, donc antilibéraux, nous aurons beaucoup de mal à entrer dans ces innovations pour des bonnes raisons. Si vous voulez, je termine avec ça, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je termine avec ça. Catho-républicain, sur le plan moral, c'est épatant. Et sur le plan économique, c'est un désastre. C'est ça le problème. Voilà, beaucoup de choses. Bon, on conclut peut-être plus terre à terre, finalement, donc si je résume bien, puisqu'on s'adresse ici à des gestionnaires de parcs, de flottes, d'entreprises, ben oui, non mais que pour eux, que finalement un gestionnaire de flotte aujourd'hui, il ne peut pas s'exonérer de s'intéresser de très très près à la voiture connectée, au covoiturage, à l'autopartage. Exactement. Et voilà. Moi, enfin, encore une fois, vous connaissez vos métiers 1000 fois mieux que moi, mais je viens comme ça de l'extérieur, même si l'histoire de l'automobile. Mais voilà, j'investis dans Kia hybride, dans Prius hybride, j'investis dans le covoiturage, et je réfléchis beaucoup à la question de la voiture autoguidée, parce que ça va nous tomber dessus quand même assez rapidement, parce que, encore une fois, les avantages sont si grands que les législations seront obligées de bouger quand même assez vite. Voilà. Donc il me semble que ça, c'est un programme qui n'est pas idiot. Merci infiniment, Luc Ferry.